messieurs, avec notre invité. Toujours un plaisir, évidemment, de l'avoir dans cette émission. C'est bien sûr Madame Makale Camara. Madame, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, M. Grassi. Bienvenue, comment ça va ce matin? Vous avez ce crabe dans la gorge. Vous avez en face des dictateurs. On l'a obligé à venir travailler. Oh là là. C'est la dernière semaine, il faut que tout le monde soit là. Voilà, il n'y a pas de raison. Aucune absence ne sera tolérée. Aucune absence, sous peine de licenciement. Alors bonjour madame, bienvenue. Bonjour. Voilà, actualité oblige, il y a eu cette sortie hier du Premier ministre guinéen, Biavogui, qui rencontrait la presse et qui faisait le compte-rendu de la tournée de l'intérieur du pays et qui a fait une annonce importante, qui annonce que dans les jours à venir, il y aura un dialogue franc et sincère entre les différents acteurs, un dialogue inclusif cette fois-ci. Et dites-nous, comment est-ce que vous avez apprécié hier la sortie du Premier ministre? Est-ce que vous êtes en phase avec ce qu'il a dit? Moi, je dirais Dieu merci. Je suis pour l'accalmie dans ce pays, la paix, toujours la paix, parce qu'on ne peut rien construire sans. Ouais. Et si les autorités, vraiment, suivant le contenu de sa déclaration, il va s'adresser à tous sans exclusion, il va faire appel à la CEDEAO, à l'Union africaine, au G5. Je crois que ça rencontre parfaitement le desiderata des politiques. Si les paroles concordent aux actes, je pense que tout le monde devrait venir autour de la table. Mais est-ce que cette sortie ne vient pas conforter dans leur position ceux-là qui, de tout le temps, ont dénoncé la manière par laquelle le gouvernement ou le CNRD avait non seulement mis en place le cadre de concertation, mais la façon par laquelle les choses sont conduites depuis le départ. Le PM lui-même ne vient pas contredire ou ne vient pas montrer à la face du monde qu'il n'y a pas de sincérité depuis longtemps. Justement. Est-ce que votre structure a fait partie de ces cadres de concertation qui ont déjà été mis en place? Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que vous sentez qu'il y avait de la sincérité dans les échanges? Bien sûr que ma structure a fait partie de ce cadre de concertation. Et ma position est qu'en étant autour de la table de concertation, du dialogue, whatsoever, c'est là où on peut influencer le cours des choses. Ouais. Il faut permettre le dialogue, il faut permettre la consultation, la concertation, il faut favoriser l'écoute. Donc ce qui veut dire que vous êtes contre la politique de la chaise vide. Absolument. Ouais. Question, il y avait deux pans dans ma question. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait ce que vous vouliez dans un cadre d'échange? Est-ce que tout était mis en place pour que, par exemple, vous puissiez faire des propositions? Ou bien c'était à sens unique? C'était dans les deux sens? Vous proposez, on vous parle, vous émettez des réserves. C'était comment? Comment vous avez senti ces échanges-là? Moi, je dis qu'en étant autour de la table, on peut influencer le cours des choses. Ouais. Ce cadre de concertation n'a pas pris place encore. Il y a eu des énoncés, il y a eu des volontés, mais ce cadre n'a pas eu place, n'a pas eu cours. Et c'est en étant autour de la table de concertation ou de dialogue qu'on peut influencer le cours des choses. Il faut pas qu'on ait des a priori et qu'on ne soit pas là et qu'on se dise si on était là ou si on n'est pas là, voilà comment ça aurait pu se passer. Il faut être là et savoir quel est le contenu réel. Madame, à la décharge de ceux qui n'ont pas souhaité être là, on vous a appelé et puis vous êtes allé, vous avez eu cette communication dans un premier temps du ministre de l'administration du territoire, ensuite celle du Premier ministre, et après rien ne s'est passé. Est-ce que finalement on va se dire, parce que les autres ont refusé de venir, qu'il y a eu dialogue ou le gouvernement manquait de volonté? Je vais dire que rien ne s'est passé parce que le gouvernement a dit nous allons nous battre pour qu'il y ait l'inclusion, pour que nous puissions envoyer les autres. Ça a pris un certain temps, ou peut-être à cause, peut-être aussi de la tournée que les autorités ont faite à l'intérieur du pays. Et ils ont un peu négligé cet aspect, mais le cadre n'a pas eu lieu.
Il n'y a pas eu de contenu encore. Et peut-être, et tout le temps d'ailleurs, ils disent il faut l'inclusion, il faut que les autres viennent. Maintenant que le Premier ministre reconnaît qu'il faut que tout le monde vienne, maintenant qu'ils veulent donner un contenu, il a déjà, n'est-ce pas, d'ailleurs rappelé à un moment donné, à ce que je sache, en tout cas, quand il y a eu cette rencontre avec les acteurs politiques, à dire que cette salle ne représentait rien du tout, si vous vous rappelez. Si. Mais pas rien du tout, quand même. Non, je ne pense pas qu'il l'ait dit dans ces termes. Bah oui. Non, Il disait qu'il aurait souhaité que ça soit plus inclusif. Alors, droit au but. Alors, droit au but. Kouyaté n'est pas rien. Respectez ceux qui étaient dans la salle. Kouyaté n'est pas rien, quand même. Le Bénédéva était là, Ousmane Camara était là, Makale était là, c'était pas rien ça. Quand même, Lamine. Il y avait quelque chose dans la salle. Allons dire droit au but. Sidia, c'est vrai qu'il n'était pas là. Non, c'est ce qu'il voulait dire. Tu ne peux pas parler à sa place. Je suis désolé. Non, mais voilà. Vous ne pouvez pas interpréter. Non, je n'interprète pas, madame. Méfiez-vous des interprétations. Je dis cru ce qu'on pense souvent. Attention, méfiez-vous des interprétations. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Ne fais pas ton souma ce matin, explique-moi. Qu'il irait vers les autres pour que l'inclusion soit totale parce qu'il faut tout le monde autour de la table. Et nous y voilà. Madame, vous qui êtes... Commencez. Ahmed, s'il te plaît, sur la même question. Oui, s'il te plaît. Alors qu'aujourd'hui, il y a un chronogramme qui a été présenté de 36 mois, la durée de la transition, et cela est mis, en tout cas, sur votre compte. C'est vous qui avez proposé et la médiane a été prise. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette durée qui a été placée? Non, je ne me reconnais pas dans cette durée qui a été placée parce que ma coalition, le collectif pour une transition démocratique, le CTD, a proposé 24 mois à partir du 5 septembre. Donc, personnellement et collectivement, je ne me reconnais pas dans ces délais. Mais je pense que c'est les négociations, les discussions qui vont dépanner tout ça. Mais il faut y être, c'est tout. Alors, on parle d'exclusion. Il faut qu'on soit sincère. Alors pour vous, non, d'exclusion aussi. Pas forcément d'inclusion, mais d'exclusion aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a exclusion dans ce qui se passe? Parce que quand on dit exclusion, on pense que le CNRD met certains à la touche et qu'il est avec d'autres. Je ne vois pas comment. On a mis un cadre de concertation en place où on a demandé à tout le monde d'être là. Il y en a qui ne s'y sont pas reconnus, qui ont préféré n'être pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a exclus. Il n'y a pas eu d'exclusion. Bien. Madame Makale Camara, il faut le rappeler, présidente du Front pour l'Alliance nationale. Elle est notre invitée ce matin chez les GG. Allez-y, Ahmed Kourma. Madame Camara, vous êtes une ancienne ministre, ancienne ambassadrice. Donc vous êtes une femme... Tu vas te faire taper sur les doigts. C'est vrai, c'est Madame Ba. Pardon au grand frère. C'est Madame Ba. Pardon. Alors donc Madame Ba, je reprends ma question. Vous êtes bon, ça va. Bon, Madame Ba Ousmane. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Très bien. Vous êtes un ancien ambassadeur, une ancienne ministre. Donc ça veut dire que vous avez du corps et du coffre en politique. Quel est aujourd'hui, à l'heure où on pourrait faire un bilan d'une année, quel est votre regard sur les actions, pas économiques, parce qu'une transition n'est pas là pour l'économie, mais elle est là pour rétablir les institutions, en tous les cas les parfaire. Quel est votre regard sur les actions du CNRD, concrètement, en termes de justice, en termes de social, etc. Concrètement, il y a des avancées, il y a des ratés. Et je l'ai dit dans ce studio, je reviens dessus. Exact. Le CNRD est un apprentissage de la gestion de la chose publique. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'allant, il y a beaucoup de dynamisme. Je sais, j'ai géré quand j'étais jeune, on veut changer le monde de tout de suite. Alors que le social n'est pas facile à malayer, à modeler comme une pâte. Donc, il y a certains ratés, mais il y a certaines avancées aussi. Parce que c'était hier dans ce studio quand j'écoutais le porte-parole du gouvernement qui disait que les projets économiques qu'ils sont en train de mettre en œuvre aujourd'hui étaient déjà là et même financés. Et que des enfants de ce pays se soient permis de bloquer tout ça à leur propre compte, moi, ça me contrit, ça me met dans tous mes états. Ça vous fait quoi, justement? Ça me fait mal. Ça me fait mal physiquement et moralement. Parce que finalement, il faut que quelqu'un ait de la compassion, de l'empathie pour le peuple de Guinée.
Ce pauvre paysan qui n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à voyager sur nos routes. On n'a même pas d'eau à la pompe pour la corvée de la ménagère. Et que ce soit des Guinéens, des enfants, nous, ma génération en plus et après, qui se permettent de punir ce pays comme ça. Moi, je ne supporte pas ça. Bien. Alors, on va essayer d'évoluer, s'il te plaît, parce qu'on est là, évidemment, dans le cadre de cette plateforme, la Guinéenne en politique. Oui, avant la plateforme, non, il y a un débat qu'on n'a pas fini de clore autour du dialogue. Non, c'est important qu'on passe à la clôture de ce débat-là. Parce que elle a relevé 2 pans. Elle a dit des avancées et des ratés. Elle peut peut-être en toucher un mot, sur les ratés, madame, s'il vous plaît. Qu'elle finisse avec. Quand je parle des ratés, c'est les empressements avec lesquels les actions publiques sont conduites. Quand la loi est saisie, quand la justice est saisie d'une question, on ne peut pas agir avant qu'elle ne se soit prononcée. Et quand elle ne s'est pas prononcée, on ne peut pas appliquer les peines déjà. Donc ça, ce sont quelques ratés. Je ne reviendrai pas sur les exemples. Je ne vais pas polémiquer là-dessus parce que c'est des livres ouverts. Tous les Guinéens savent ce qui se passe. Mais ça, c'est certainement dans la volonté d'aller de l'avant et tout de suite. Donc, de marquer les esprits. Absolument. Oui. Maintenant, je parlais tantôt de ce dialogue annoncé par le Premier ministre. On sait qu'il y a un souci véritable au sein de la classe politique, même de la société civile. Quelques-uns ont demandé à ce qu'il y ait un dialogue franc et sincère avec une médiation de la CEDEAO ou même des Nations Unies. Alors, on annonce qu'il y aura un cadre inclusif finalement, mais comment est-ce que vous allez partir à ce cadre de dialogue? Parce que désormais, les forums ou les plateformes naissent au gré des humeurs des acteurs politiques. Récemment, on était avec l'un des porte-parole des forces vives, des nouvelles forces vives de la Guinée. Est-ce que vous faites partie de ces forces vives? Et comment comprenez-vous cette naissance, cette éclosion rapide des forums? Est-ce que c'est efficace pour aller contre le CNRD ou pour faire front commun devant une telle transition? Ce sont les mêmes personnes, les mêmes coalitions qui sont en train de se faire appeler sous d'autres noms. Dans les mêmes et on recommence. Moi, je pense que le ministre de l'administration du territoire a un vivier premier de coalition qu'il a. Il lui suffit de s'en tenir. Les derniers nés sont déjà dans ces coalitions. S'ils veulent encore être dans d'autres coalitions, pourquoi pas? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'exclusion, qu'il invite tout le monde. Et non, moi, je parle de ce désordre. Oui, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas... Pourquoi est-ce qu'il y a cette forme Parce que les intérêts sont divergents. Oui, c'est certes divergent. Les intérêts sont divergents et c'est en politique que l'on reconnaît mieux que les hommes ont du mal à s'allier, à parler de la même voix, à se donner la main. Si c'était le cas, ce pays ne serait pas à ce niveau. Si c'était le cas, Macron aurait eu des grandes gueules. Comment dirais-je, sa majorité à l'Assemblée. Vous avez vu combien de fois le socialisme, le PS s'est disloqué parce qu'il y a eu tellement de courants d'écologistes, de je ne sais quoi, la gauche rouge, la gauche. Les hommes sont les hommes. Les hommes sont les hommes. Makale Camara est notre invité ce matin, il faut le rappeler, un président du Front pour l'Alliance nationale. Allez-y, Ahmed. Je vais pour une fois revenir à l'humain que vous êtes. On sent, je vous ai senti vraiment touché, meurtri. Et vraiment sincère, parce que alors pour le coup je connais bien les politiques, et là pour une fois je vous ai senti sincère lorsque vous dites que, vous avez l'air de dire que ça vous fait mal aux tripes que de voir que des fils de ce pays ont bloqué des projets eu égard à l'intervention de monsieur le ministre porte-parole hier. Quel est aujourd'hui pour vous ce qui n'a pas fonctionné pour votre génération? Parce que vous avez eu l'honnêteté de parler de votre génération. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je crois que c'est le passage abrupt du socialisme à l'économie de marché. Nous sommes des révolutionnaires. Nous avons été allaités à ce sein de Sékou Touré, où tout était gratuit pour le Guinéen, avec beaucoup de sacrifices aussi. Je me rappelais, jeune fille, on portait de la robe cretonne, on mettait des fils noirs ou rouges
pour paraître à la mode. On avait des chaussures de bois qu'on appelait en attendant le bateau. On a eu tous ces sacrifices à faire pour ce pays. On a connu les FAPA, la 13e, la production à l'école, tout ça pour formater le Guinéen pour cette Guinée. Ouais. Et au changement de régime, on est arrivé au marché, à l'économie de marché, on pouvait tout avoir déjà. Le Guinéen était comme si on ouvrait une prison. C'était l'époque Reagan, le libéralisme sauvage. Mais oui, on a foncé sur l'argent, on a foncé sur le bien-être, on a foncé sur beaucoup de choses. Et un système a commencé à s'installer qui n'était pas aussi sauvage que cela a été ces 10 dernières années, parce que les dérapages que je suis en train d'écouter, j'étais loin de m'imaginer que ça pouvait se passer en Guinée. Et je le dis sincèrement, parce que j'ai été cette gestion-là, mais à mon temps, je ne me rappelle pas avoir entendu ces choses-là si elles se faisaient plutôt et se passaient sous la table de manière qu'on ne soit pas au courant. Mais on a eu un régime, n'est-ce pas, avec un président, je suis désolé, qui n'a jamais rien géré dans le public et qui a été là peut-être... Vous parlez de quel président là? Je parle de Alpha Condé. Oui, je parle de Alpha Condé qui est arrivé peut-être avec la bonne foi, avec toute la théorie qu'il a décrite dans les livres qu'il a faits, mais arrivé donc dans un système avec des petits malins au col blanc qui ont profité de son expérience en gestion de la chose publique pour faire tout ce qu'ils veulent, pour passer tous les dossiers qu'ils peuvent passer. J'ai vu des dossiers où les gens sont jugés partis parce que vous ne pouvez pas être un directeur d'une grande entreprise publique et être à même de nommer les membres de votre conseil d'administration. Alors qui peut vous contrôler, qui peut gérer si c'est vous qui les nommez? Vous les saquez quand ça vous chante, vous les reprenez quand ça vous chante, donc vous faites ce que vous voulez. Donc, je pense que nous n'avons pas pu avoir une transition flexible pour ne pas perdre ce que nous avons acquis de notre formation révolutionnaire pour tomber dans le capitalisme à outrance et même véreux. Je suis désolé de dire ce terme. Mais je pense que c'est à ce niveau on a péché. Donc une expérience évidemment qui a joué, en tout cas, sur le régime Alpha Condé, si je vous entends très bien ce matin. Elle fait un parallèle très important, Lamine. Moi, je voudrais revenir là-dessus. Elle dit un libéralisme pas aussi sauvage que, si je me permets, je ne sais pas si je dis exactement ce que vous avez dit. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rectifier. Pas aussi sauvage que ce qu'on a vécu ces 10 dernières années. Est-ce que vous pensez que... quand on compare les deux époques, ces derniers temps, la Guinée s'est beaucoup plus enfoncée que du temps de feu général Lansana Conté? Je le dirais, mais on dirait peut-être que c'est... je prends parti parce que j'ai longtemps géré sous Lansana, que je l'ai fait avec Alpha. Mais quand je vois la dilapidation des biens de ce pays, quand on s'attaque aux mines et quand on s'attaque aux finances de ce pays, quand on parle de milliards, nous ne connaissions pas ce que c'était les milliards dans ce pays. Qu'un seul individu ait des comptes en milliards et en francs guinéens et en devises. C'est terrible. Possible. Ça vous choque. Vous n'êtes pas en train de dire que l'ère Conté était mieux que l'ère Alpha Condé. Je suis en train simplement de comparer... Mais vous n'êtes pas en train de dire ça quand même. Non. Mais Antoine... Mais je suis... Même si... c'est son droit. C'est son droit peut-être, mais ce n'est pas une évidence. Parce que 24 ans de gestion comparé à 10 ans de gestion, c'est pas possible. C'est pas possible parce que... Attendez, si Lansana Conté en 24 années avait mis des bases solides, je pense qu'Alpha Condé aurait continué son œuvre. Mais je me dis qu'à l'ère d'Alpha Condé, tout était prioritaire. Tout était prioritaire. On a trouvé le train qui était renversé, les rails qui avaient été
arracher tout cela. Il fallait les remettre, il fallait remettre les rails. Je pense pas que ce soit ce qu'elle a voulu dire. Madame, excusez-moi. C'est l'impression que j'ai eue. Vous permettez que je me fasse votre question. J'ai posé une question. Laissez-moi apporter quelque chose à répondre à ma question. Elle va y répondre. Mais j'ai été poli, je lui ai demandé si je pouvais. Vous m'avez donné l'autorisation. Non, je parle de l'autorisation. Je pense qu'elle a parlé, je pense que madame m'a parlé du choc qu'il y a eu lieu entre le passage entre l'économie de marché et le communisme dans lequel nous avions baigné. Et de ce fait, effectivement, il y a eu le même choc avec Alpha Condé, qui est un communiste, puisqu'on parle d'idéologie là, qui a été confronté à des petits malins, comme elle l'a dit, qui sont des libéraux. Donc, effectivement, Alpha Condé n'ayant pas géré la chose publique, ça ne pouvait donner que ça. Je crois que tu as tout compris. Nous sommes d'accord, madame? Non, tu n'es pas son porte-parole. Est-ce que nous sommes d'accord? Écoutez, ne travestissez pas. Juste heureusement. C'est bien. Ne travestissez pas mes idées. Je vois que l'on fait toujours ici un procès au régime de Lansana Conté en disant la Guinée disposait de combien d'industries qu'il a fermées aujourd'hui. Je vois ça passer sur les réseaux sociaux. Ce qui était vrai. Mais ce n'est pas vrai, Antoine. Je suis désolé. C'est des industries quand même. Je suis désolé, le Guinéen a la mémoire courte. Plongez-vous dans l'histoire, lisez les dossiers. Quand Lansana Conté venait dans ce pays, c'était au moment où on imposait aux États les programmes d'ajustement structurel. Exactement. Et qu'il était obligé de vendre aux francs symboliques ces industries-là. Sinon, la Guinée était fermée, il n'y avait aucun financement. Le Togo est un pays qui était sur une voie royale avec des grands hôtels et tout. On l'a freiné dans son développement. Des grandes gueules. C'est fait exprès pour ceux qui souhaitent que nous ne soyons que pourvoyeurs de matières premières. Ouais. Absolument. À chaque époque de notre évolution dans nos États africains, on invente à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, qui ne sont que le relais de l'argent du capitalisme. On essaie toujours de nous imposer des choses pour nous freiner. Madame et c'est à cette époque-là. Vous êtes en train de dire que à votre époque, vous n'aviez pas de capacité de faire face à cela. Oui. Parce que vous auriez pu. Vous avez écouté un peu le président Abdou Diouf. Vous avez écouté un peu tous ces présidents qui dénonçaient. Vous avez écouté le président Idriss Déby. Vous avez écouté le président Ouattara même. Mais comment les autres ont pu couper ces chaînes? Mais et quel nous autre a pu couper quoi? Mais dans les pays asiatiques, il n'y a jamais eu ces débats comme vous l'opposez en Afrique. Allez demander aux Africains comment ils se comportent. Allez demander aux Africains. Donc c'est de votre responsabilité. Allez demander aux Africains, à nos dirigeants africains, comment ils se comportent face à l'impérialisme capitaliste. Voilà, ben c'est ce que nous ne comprenons pas. Nous jeunes, à chaque fois vous nous ramenez ce débat. Le FMI nous a dit ceci, la Banque mondiale nous a dit ceci. On ne vous le ramène pas. Finalement, on se demande, est-ce que vous ne pouviez pas dire non? Ne se tiennent pas. Cher Jacques Lewa, nos économies ne se tiennent pas. Nos économies ne se tiennent pas parce que nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas le développement souhaité et nous n'arrivons pas à gérer correctement les deniers que nous avons et nous n'arrivons pas à dire non. Nous ne sommes pas organisés pour le faire. Bien. Et c'est ça où le bas blesse. Bien. Tout est une question de gouvernance et de gestion politique. Alors Lansana n'est pas excusé. Non, il n'est pas excusé, il n'est pas excusable. Mais non, mais Jacques, c'était le débat de Antoine. Il fallait le clarifier. Aucun de nos chefs d'État ne l'est. Aucun de nos chefs d'État ne l'est. Il n'est pas question de Lansana, de Alpha ou d'autre chose. Il est question d'un système mondial, de l'ordre établi que nous n'arrivons pas à changer. Nous n'arrivons pas à influencer les termes économiques, les termes d'échange entre nous et l'Occident et tout le reste. Il faut que les Africains le fassent et c'est les femmes qui vont le faire. Et nous sommes là pour discuter des femmes. Et j'aime bien qu'on le fasse. Et ce sont les femmes qui vont le faire. Absolument. Madame Makale Camara, présidente du Front pour l'Alliance nationale, est notre invitée ce matin. Ce sont les femmes qui vont le faire. Maintenant, mais vous avez parlé de cette transition entre le socialisme et le libéralisme. Et en vous écoutant, le système dont on a toujours parlé, qui a fatigué ce pays, c'est comme s'il existait toujours et tout le monde en parle. Mais vous qui avez été dans les hautes sphères de l'administration, expliquez-nous un peu comment ça se passe, parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'en tant que président de la République, que je finance un projet et que je sois là les bras croisés et que le projet ne s'exécute pas. C'est quoi le problème?
pas croisé les bras. Mais si. On est venu le rassurer que tout se passe pour le mieux et dans le meilleur des mondes. Je ne suis pas en train d'excuser le président Alpha Condé. Mais vous savez, cette pyramide, elle est tellement large à la base que vous ne pouvez que vous reposer que sur des hommes de confiance. Vous parlez du système? Oui, vous ne pouvez vous reposer que sur des hommes de confiance qui vous font, je salue au premier rang les grandes gueules. Le dernier déplacement des membres du gouvernement à l'intérieur du pays. Ouais. Au départ, j'étais en train de dire, mais un mois, bon sang, comment ils vont faire un mois qui va s'occuper des affaires en ville? Mais à la fin, je me rends compte qu'ils ont très bien fait. Finalement, ce ne sont pas des d'aller amateurs. toucher les réalités du terrain, de voir la pauvreté qui sévit dans nos villages. Ouais. On ne se croirait pas au 21e siècle. Nos parents sont pauvres, ils ont faim, ils sont fatigués. Et les autorités, chaque autorité qui commande et qui dirige ce pays a besoin d'aller au fond des pays pour voir comment vivent les gens sur qui influencent nos décisions. Les grandes gueules. Moi, quand j'étais ministre de l'Agriculture, je me permettais d'avoir une fiche de résultats, une fiche de circulation des dossiers. Un dossier, une simple lettre, c'est quelques heures. Un dossier qui ne demandait pas une étude, c'était pour un jour ou deux, et une semaine pour les projets, un mois pour les autres. Et si je ne recevais pas mon dossier, je me levais, j'allais dans le tiroir de mon directeur, je sortais le dossier et je lui montrais la fiche. Pourquoi vous n'avez pas respecté le délai? C'était une vraie folie. Mais il faut le faire. Mais tout le monde ne peut pas le faire. C'est difficile. La République quand même qui finance un projet. Bon, c'est vrai qu'il est dans son bureau, mais il ne finance pas un projet. Non, moi, je veux dire, le président de la République, il ne finance pas un projet. Il finance des milliers de projets. Il a les affaires internationales à faire. Il a ses voyages à faire. Il a des réponses sociales à donner. Mais les projets sont prioritaires, mais il n'y a pas percé un projet sur lequel il se focalise pour dire ce projet-là, il faut que je le mène à bien. Il a des projets, c'est pourquoi il a un cabinet, c'est pourquoi il a un directeur de cabinet, il a des conseillers qui doivent être conséquents et chacun à son poste devra jouer. Donc son entourage n'était pas bon. Je ne le dis pas, vous aimez bien les chemins courts, vous aimez bien les courts chemins, parce que c'est eux qui sont censés les voir. Chacun devra jouer sa partition, c'est une équipe qui travaille, et si là, dans la chaîne, il y a des chaînons qui tombent, il ne peut pas, il ne peut plus. Il ne peut plus s'il y a des chaînons qui tombent. Ou alors il n'y avait pas un vrai homme du président, parce que le président a besoin d'un homme aussi. Pas d'un homme, des hommes. Oui, il a besoin des hommes, mais si les hommes ne fonctionnent pas, il y a toujours l'homme du président qui lui dit c'est pas fait. Ouais. Oui, madame, la Guinée en politique, on parle de... C'est difficile. Oui, on parle à ce des niveau, femmes. c'est trop de responsabilité. Oui, à madame. ce niveau, c'est trop de responsabilité. Alors comment vous allez faire? J'ai vu Barack Obama, quand on l'a élu, se lever, aller chez les républicains, les chercher dans leur chambre, les démarcher pour qu'ils viennent le soutenir sur les projets qu'il est en train de faire. Mais... Notamment sur Obamacare. Non, mais moi, il y a quelque chose que Obamacare et les subprimes. Les subprimes, l'économie américaine était à terre. Mais il s'est levé, il est allé chercher les meilleurs. Les meilleurs qui n'étaient pas de son parti, il est allé les chercher pour leur dire venez travailler avec moi. Mais justement, parce que moi, à vous écouter, madame, j'ai un respect incroyable pour vous, votre carrière, votre parcours et tout ce qu'il y a autour. Mais par exemple, quand je prends le cas d'Alpha, avant que vous soyez nommé, il a fallu vraiment des implications bizarres. Je parle par exemple du Contigueux, de la Basse-Côte et tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y avait un besoin nécessaire de ce côté pour que vraiment vous puissiez peut-être servir la nation avec tout ce que vous avez comme parcours? Vous revenez toujours sur ça, on dirait que c'est une fixation. Mais non, c'est pas une fixation. Non, c'est chaque fois que j'arrive ici, je m'entends dire le Kuntigi est intervenu et ceci et cela. Non. Si le Kuntigi est intervenu, je ne suis pas allé démarcher le Kuntigi. La seule chose que je sais et que je répète pour la dernière fois ici, le Kuntigi avait perdu son épouse. Le président Alpha Condé a pris une délégation avec Kassori Kirdi pour venir là, et ce jour-là, heureusement, j'étais là aussi. Et le Kuntigi a prononcé un discours pour dire au président Alpha Condé, il faut aider les enfants de ce pays. Je vous recommande tous les enfants de ce pays, les enfants de la Haute-Guinée, les enfants de la Guinée forestière, les enfants de la Basse-Guinée. Je vous les recommande tous. Aidez-les un à un. Il a cité les gens et il m'a cité aussi.
Peut-être que c'est à la base de cela. Sinon, le professeur Alpha Condé, je ne suis pas allé le voir, ni d'Ève, ni d'Adam, ni le Kuntigi pour dire recommandez-moi auprès du président. Mais je crois que ces recommandations, c'est pourquoi je dis, parce que ça s'est passé openly, publiquement. Évidemment. Je reconnais que ça Des s'est grandes passé. gueules. Mais de là à me prendre par la main pour m'amener chez Alpha ou le téléphoner, je ne suis pas au courant. Mais Comment vous avez raison, certainement vous avez raison, que par la vous suite, avez raison, mon on CV est en train... Mon CV a joué. Oh, ben oui. Mais oui. Désolé, justement, madame. Absolument. Merci, je reviens là-dessus. Quand il a regardé, il a regardé les recommandations qu'on lui a faites, mon CV a certainement dû jouer. Évidemment. Même si le mariage n'a pas duré. Madame, revenons à l'essentiel. C'est-à-dire, madame, revenons à vous. Revenons à vous. Vous venez de dire quelque chose qui m'intéresse. Lamine a dit tout le respect qu'il a pour vous et je vais rajouter le mien. Mais je venais de dire quelque chose qui m'intéresse. Mais vous avez parlé. Vous avez, oui, non, mais ça, on est d'accord. C'est pour ça que j'aime l'interviewer. C'est pas un jeu de mots du tout. C'est pour ça que j'aime l'interviewer. Parce qu'avec elle, tu peux parler du passé pour revenir à l'avenir. Donc, revenons à ce que vous dites et parlons uniquement d'idéologie. Vous êtes issu, je suppose, de la gauche et vous avez vu dans la gauche. Laissez-moi finir. C'est pas parce que vous êtes un Des grandes gueules. Bien, allez-y, Ahmed. Allez, on se calme. Allez-y. Non, mais c'est Allez-y, pose la question, Ahmed. Bon, madame, vous avez parlé tout à l'heure des femmes qui devraient être en commande. Ma question qui n'a rien à voir avec ça, avant de faire la transition. Je la fais, alors je fais la transition. On va faire du aller et du retour. Laisse-moi, sois gentil, laisse-moi finir. Je suis très gentil, vas-y. Merci, Djadja. Ne sors pas de tes gommes. Sois très élégante. Sois galant aussi. Je le suis toujours. Je refuse même d'être si toi galant. tu n'es pas galant. Des grandes gueules. Bon, Umfatara. Allez-y, madame. Non, mais, Ahmed, tu vas te calmer. Ok, tu vas te calmer. Allez-y, madame Yero. Voilà, c'est plus simple. La question que je voulais poser à madame, avant qu'on ne fasse la transition sur la question des femmes, voilà. C'est que ça, en expliquant justement le rôle de ces grands hommes qui ont gouverné notre pays, notamment Feu Général Lansana Conté, le président Alpha Condé, vous parlez des hommes sur lesquels ces gens-là devraient se reposer. Le problème, c'est que en expliquant comme ça, moi je vois une sorte d'excuse parce qu'ils se reposent sur des hommes. Une première fois, 1 année, 2 ans, 3 ans, ils ne voient pas de résultats. Pour le cas du président Alpha Condé, on l'a vu lui-même quelquefois fustiger des actions posées par ces hommes sur lesquels il se reposait, c'est-à-dire les hommes qui l'entouraient, mais sans agir concrètement. Est-ce que vous pensez que cela fait aussi partie du retard et du coup, ces hommes-là même qui ont été à la tête du pays, qui constataient qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'action concrète, les gens ne répondaient pas à leurs attentes et qui n'agissaient pas contre ces personnes, est-ce que cela a pu perpétuer justement le retard que nous sommes en train d'observer aujourd'hui? Parce qu'elle parlait d'inexpérience aussi, madame Yoro. Vous voyez, depuis les années 90, 2000, le PNUD, les Nations Unies, a écrit dans des dossiers qui existent encore pour dire que la Guinée a tout pour réussir. Nous avons les bons textes en Afrique de l'Ouest. Mais le problème principal de la Guinée, ce sont les ressources humaines. Il y a déjà à cette époque, on l'a dit à cette époque, et nous en sommes là, de mal en pis. Comment est-ce qu'on peut reprocher à tout un gouvernement, du premier au dernier, la malgouvernance, la malgestion? Le jour où j'ai vu cette interpellation pour crime de sang, le président Alpha Condé et tout son gouvernement, je peux vous le dire, j'ai crié dans mon salon comme une folle. Wow. Et je suis à Grèce-Goutte, je me suis prise la tête. Je dis, dans quel gouffre se trouve aujourd'hui notre pays? Ouais. Un pays parti premier, arrivé dernier, un pays pionnier en Afrique. Le micro. Moi, je me rappelle que des gens m'interpellaient sur le plan international pour dire, mais où êtes-vous, la Guinée? Mais vous êtes notre référence. Je me rappelle du ministre, je ne sais plus, tanzanien des Affaires étrangères, qui m'a dit, ma soeur, où est la Guinée? Mais moi, j'ai étudié à l'université Gamal Abdel Nasser. Où est la Guinée aujourd'hui? Le problème de la Guinée, c'est le Guinéen. Quand vous arrivez dans un système où vous êtes seul contre un magma, vous ne pouvez pas évaluer, ça vous happe. Ça vous happe. Parce que tout ce qu'on est en train de mettre sur la place publique aujourd'hui, mais vous devez regarder cela et pour dire, la Guinée est allée où? La Guinée est sortie d'où? Pourtant, on avait des acquis. On avait beaucoup d'acquis qu'on a perdus. Quand le président Alpha Condé est arrivé, il dit qu'il n'a pas trouvé d'État. Mais où est l'État aujourd'hui?
Où est l'État aujourd'hui dans ce pays? Justement. La Guinéenne en politique, Ahmed, on s'intéresse là-dessus, c'est une plateforme. Oui, absolument, la Guinéenne en politique, mais pour parler de la Guinéenne en politique, je pense qu'il faut parler du passé aussi. Oui, il faut parler du passé. Madame, vous avez, moi, l'un de mes modèles en politique féminin, c'est Madame Margaret Thatcher, qui est celle qui a cassé le modèle économique anglais. Elle a mis le monde ouvrier au pas avec les fameuses Grèces des années 80. Renverser la table. Exactement. Elle a renversé la table. C'est ce qu'on appelle la dame de fer. C'est la référence absolue. Pour aujourd'hui, enfin en tout cas c'est ma référence à moi. Aujourd'hui, madame, pour en revenir à ce qui se passe aujourd'hui, quelle politique faudrait-il? Nous faudrait-il justement une Madame Thatcher qui casse les codes et qui a la main ferme en disant c'est comme ça dans cette direction que nous devons aller ou pas? Donc faut-il une fermeté économique pour redresser ce pays? Et la deuxième question, lorsque le monsieur Gawal, le ministre hier, nous dit il nous a donné un exemple palpable où il a dit qu'il y a 12 millions qui ont été où des gens ont tradé, des cadres de ce pays, des jeunes cadres de ce pays ont tradé sur 12 millions en bloquant les projets. Quelles sanctions faut-il appliquer à ces gens-là? Ouais. Les grandes gueules. Moi, quand je disais qu'il y a des choses de bien faites, eh bien, ces aspects-là, je les applaudis. Il faut que ce pays soit redressé. Venir en fonction publique, c'est venir servir et non pas se servir. Ouais. Il faut que les fonctionnaires comprennent qu'on ne devient pas riche en étant fonctionnaire. Exact. C'est une commission, un engagement de soi-même envers les autres pour venir gérer. Ouais. Je pense que cette main de fer que le CNRD a commencé, si nous mettons un président dans le siège, il faut qu'il continue dans ce sens. Que l'impunité finisse dans ce pays. C'est l'impunité qui nous a amenés à tout ça. Ouais. Il faut punir les coupables, il faut remercier ceux qui se donnent pour ce pays avec tout le cœur. Moi, je suis d'accord qu'un pays ne peut pas... Est-ce qu'on ne peut... Ces pays n'ont pas été démocratiques pour être au niveau où ils sont. Justement. Absolument. Vous parlez de Mussolini. Merci. Vous parlez de Mussolini, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Vous parlez de la Russie, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Les grandes gueules. C'était la royauté avant d'arriver à la République. Absolument, absolument. Mais on ne gouverne pas. Ils sont passés par un process. Eh oui. Et là, maintenant, on vient nous embêter avec cette démocratie. Je suis d'accord avec elle, mais la manière dont la démocratie s'applique en Afrique, Chirac l'avait dit, nous ne sommes pas prêts pour cela. Ouais. La rue. On confond démocratie et anarchie. Absolument. Ouais. Mais l'envers du décor, justement, parce que vous idéalisez un petit peu le CNRD aujourd'hui, quand on voit, par exemple, les revendications de FNDC qui doit marcher donc le 23, par exemple, le 23 juin, on parle de déclarer non seulement les biens, mais en même temps savoir qui est membre du CNRD ou pas. Aujourd'hui, des choses se passent, évidemment. On n'en parle pas, même si le président, une fois, a tapé sur la table à dire que la crève qui est là, ce n'est pas que pour les anciens, mais c'est aussi vous, quand vous allez quitter le pouvoir. On sait qu'il y a beaucoup qui se gavent aujourd'hui. Vous avez été dans le système. Quand je dis vous avez été dans le système, évidemment, parce que vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous l'avez rappelé, vous avez été ministre de l'Agriculture. J'ai été ministre de la femme. De la femme aussi, justement. Alors, comment expliquer, comment comprenez-vous tout ce qui se passe aujourd'hui, que le CNRD ne puisse pas non seulement communiquer sur les membres du CNRD, en même temps, de l'autre côté aussi, en ce qui concerne les déclarations, parce qu'ils sont venus quand même pauvres au pouvoir. Et pour changer? Pas tous. Ça fait presque 10 mois ils sont là. Je ne sais pas s'ils se sont enrichis. Je ne vois pas. Mais si. C'est une demande, je ne sais pas. Des grandes gueules. Mais c'est une demande légitime. Oui. Que les autorités puissent déclarer leurs biens. Ouais. C'est une demande légitime de la classe politique. Justement. Et c'est une autre demande légitime que nous puissions savoir qui sont les membres du CNRD. Parce que toute la Guinée ne peut pas être. Ils sont venus avec quoi exactement? On a vu le Burkina Faso quand même. Toute l'armée ne peut pas être le CNRD. Et je pense qu'il faudrait y venir. Moi, je dis de toutes les façons, pour conclure sur cette question et aller parler de la LGP, je pense que toute action, tout acte que les autorités de ce pays peuvent poser dans le sens, dans la direction de la demande du politique, sera un acte de grandeur et non un acte de faiblesse. Ouais. Je ne veux pas qu'on empoisonne les autorités actuelles pour leur dire vous ne devez céder à rien. Personne n'a besoin de se bomber la poitrine. C'est clair.
Ni l'opposition, nous les politiques, ni les autorités. Ce que nous voulons, c'est que ce pays soit un pays normal. Ouais. Et dans ce sens, le président du CNRD doit être à l'écoute de son peuple, de ses populations, de ses concitoyens. Est-ce le cas aujourd'hui? Tout ce qu'on lui demande et qui pense qui est dans le sens de la réunification, dans le sens de l'imposition de la paix dans ce pays, il doit y consentir, il doit y convenir et ça va être noté par l'histoire comme un acte de grandeur. À ce sujet, madame, la Guinéenne en politique, une initiative que vous portez avec certaines de vos sœurs. Et vous voulez encourager la participation de la gente féminine d'abord à la politique et par la suite accroître le taux de participation des femmes aux prises de décision. De quel constat vous êtes parti? Puisque je note aussi que vous semblez satisfaite de l'offre faite par le CNRD dans ce sens-là. Ouais, on parle de 30% quand même, hein, Jacques, hein, c'est très important. Oui. Je ne sais pas d'où vous tirez cette idée de satisfaction de 30%. Je ne me rappelle pas l'avoir dit ici depuis que je suis là ce matin. Ouais. Nous n'en sommes pas du tout satisfaits. Nous n'en avions pas encore parlé ce matin, mais la dernière fois, au cours de la rencontre, vous aviez noté que c'était déjà quelque chose de bon. En tout cas, le constat que vous faisiez dans les postes attribués aux femmes pendant cette transition. Ce n'était pas une satisfaction. J'ai noté une avancée. Le CNRD, dans sa charte, a demandé que le CNT ait 30% de femmes. Ils ont pu le réaliser. C'est une avancée qu'il faut saluer. Ouais. Mais nous voulons aller au-delà de cette avancée. Aujourd'hui, les femmes de Guinée s'organisent pour acquérir la parité. Nous sommes la moitié, plus de la moitié de ce pays. Et dans un pays qui se cherche, qui n'est pas développé parce qu'on n'a pas la technologie nécessaire, je pense que les bras valides, la force, le dividende démographique que représentent les femmes est important pour notre avancée économique. C'est tout ce que je dis. Nous voulons que le CNRD puisse consacrer cette parité et que ce soit dans l'histoire. Ouais. Que l'histoire retienne que c'est le CNRD qui a accordé aux femmes de Guinée cette parité. Cette parité déjà faisait l'objet de la législature dernière. Elle a été votée par l'Assemblée nationale, mais n'a jamais été promulguée par le président de la République. Aujourd'hui, nous souhaitons influencer sur cela. Pour revenir à la LGP, la Guinéenne en politique, c'est toujours dans notre quête de représentativité. Tout à l'heure, j'ai dit que si l'Afrique devait se développer, elle le sera à travers ses femmes. Non seulement nous sommes plus nombreuses, nous sommes plus besogneuses, nous sommes plus dures à la gestion, il faut que l'on considère que les femmes apporteront un mieux à nos États. Et puisque le pouvoir dont il est question, parce qu'il faut influer les décisions, les politiques au sein de la gouvernance, ça s'acquiert à travers la politique. C'est la politique qui donne le pouvoir. C'est à cet égard que je me suis dit, toutes les décisions qui devront être prises, elles le seront à l'Assemblée nationale à travers les lois, parce que les lois sont intangibles, il faut qu'elles s'appliquent, et de la même manière pour tous. Pour peser à ce niveau et pour aller à l'Assemblée nationale, il faut être élu. Et pour être élu, il faut aller en politique. Ouais. Et pour être dans les sphères de décision, il faut être en politique. Ailleurs, c'est parce que vous êtes en politique que vous avez votre place. Vous avez vu, beaucoup de ministres aujourd'hui en France ont validé leur poste parce qu'ils ont pu passer... Pas forcément dans le monde du business aussi. Oui. Ils ont pu valider leur poste. Et ceux qui ne sont pas validés, ils ont démissionné. Donc, le pouvoir est acquis à travers la politique. Bien. Et les femmes qui sont en politique doivent s'organiser pour qu'elles soient mises dans les instances de décision de leur propre parti politique. Voilà, donc engagez-vous avec Dr Makane Camara, allez-y. Oui, effectivement, vous parlez d'organisation afin d'être à des sphères de décision, mais pour une certaine opinion, les femmes ne sont pas rejetées, mais c'est elles-mêmes qui s'abstiennent, qui ne veulent pas être à ces niveaux, parce que quand on prend les partis politiques, elles sont plus présentes dans l'organisation de la mobilisation dans les cérémonies que d'être dans les bureaux où il y a des décisions qui se prennent.
Madame Hiro. C'est une contre-vérité. Mais non, c'est une réalité. Non, ne parlez pas à la fois. Les hommes ils font pas C'est une d'emplette. contre-vérité. Ça, c'est des idées reçues De dire que vous développez c'est ici. une contre-vérité. C'est une contre-vérité de dire que les femmes s'excluent par elles-mêmes. Ce n'est pas vrai. La petite fille, ça commence à la maison. La petite fille est formatée pour être derrière, pour ne pas prendre la parole en public, pour être obéissante, de se contenter de son entregent dans sa chambre quand elle sera mariée, pour influencer son mari. Les grandes gueules. C'est comme ça culturellement, c'est comme ça religieusement que les femmes sont formatées dans ce pays. Et quand elles arrivent donc, les partis politiques, elles n'osent pas prendre la parole. Je suis en train de vivre cela. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire beaucoup de formations, de demander partout des formations pour les femmes. Je suis en train de vivre encore que des femmes qui sont en politique depuis des années n'osent pas prendre la parole. La dernière formation que nous avons faite avec l'ambassade de France, qui, je salue de passage ici, parce que nous a envoyé une experte de France pour venir à un niveau élevé, à être en interactivité avec les femmes politiques. Nous avons fait des simulations, nous avons demandé aux femmes de débuter des discours, de faire des campagnes politiques. Il y en a qui étaient encore à leur première fois. Nous leur avons donné le courage, nous leur avons dit faites-le, vous pouvez le faire. Et si les femmes n'ont pas la compétence requise, si elles n'ont pas la formation qu'il faut, justement, cet argument les exclut. Elles ne peuvent pas être devant parce qu'elles ne sont pas visibles. Nous voulons les rendre visibles. Les grandes gueules. Madame, nous sommes malheureusement, et je le déplore, nous sommes dans une société patriarcale, et effectivement la société guinéenne dans son ensemble, que ce soit en politique ou ailleurs d'ailleurs, manque de féminisation. Parce que comme vous le dites, on cantonne par cliché, par habitude, les femmes dans un certain rôle, dans la cuisine. Même comme moi je vois certaines publicités où dès qu'on parle de casserole, on met toujours une femme. Je suis d'accord avec vous. Cela étant, comment faire pour inverser justement cette courbe qui veut que l'on soit encore dans une mentalité du 18e, où la France, puisque vous y faites souvent référence, la France des années 50. Comment faire pour enrayer cette courbe-là? Et deuxième et dernière question, quel est, en Afrique et dans le monde, parce que vous êtes une mondialiste, quel est votre modèle féminin absolu? D'abord, la première question. C'est toute l'existence de la Guinéenne en politique. Inverser cette donne. Les grandes gueules. Par la formation, par la capacitation, par l'acquisition de compétences. Parce que si vous pouvez ouvrir la bouche pour dire des choses sensées, si vous avez l'information sur la gestion propre de votre propre pays, si vous êtes au fait des questions de ce monde, des questions internationales, si vous pouvez supporter des débats thématiques, votre président est obligé de vous regarder en face. Évidemment. Et de vous déléguer pour le représenter parce qu'il sait que valablement vous pouvez prendre la parole au nom de son propre parti. Oui, mais madame... Si vous ne le pouvez pas, vous restez à votre place. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce que vous me dites. Oui. Je vais vous donner... Non, mais en même temps, mon cher Ahmed, excuse-moi, c'est une réalité parce que moi, je vois Mme Hiro Mafoudia ici faire des efforts, évidemment, non, pour mais c'est parce que c'est des femmes cultivées, absolument. Mais de notre côté, ça marche pas parce qu'elles ont peur. Je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec vous, mais il y a quelque chose qui me dérange dans votre discours. Moi, l'un des discours mondial qui est extraordinaire, c'est pour mettre en relief ce que vous dites entre la formation et le combat. Parce que je pense plutôt que le combat vous amène à vous exprimer. L'un des grands discours en 1974 à l'Assemblée nationale, c'est le discours de Madame Simone Veil, qui sur l'avortement, qui n'est pas une femme politique. Et c'est une avocate à la base qui sort de Auschwitz, donc qui a vécu la Shoah, mais qui n'a pas subi forcément de formation. Elle y est allée avec ses tripes quand on voit les insultes qu'elle a subies, toute la misogynie de l'époque en France. Donc, est-ce que c'est les combats que vous allez mener qui vont faire de vous de véritables femmes politiques, ou est-ce que ce sont les formations faites par l'ambassade de France? C'est ça la grande question. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord. On peut mener un combat parce qu'on a les ressources. On peut mener un combat parce qu'on a les outils pour y arriver. On peut mener un combat si on peut simplement ouvrir sa bouche et faire des propositions. Bien. Simone Veil, c'est pas n'importe qui. Vous parlez d'une ministre de la République. Vous parlez d'un grand cadre de la République française. Une grande dame. Simone Bonaleta. Les grandes gueules. Elle a mené un combat, elle est arrivée au bout.
Nous souhaitons mener des combats. Attention, les femmes de ce pays, dans le premier régime, étaient hautement politisées. Elle était politisée jusqu'au sacrifice. Si tu prends une Jeanne Martin Cissé, elle a voyagé avec des faux passeports pour aller aider l'Afrique du Sud, le Mozambique et autres à se libérer. Il y a Saranda là-bas aussi qui est très bien. Donc, les femmes étaient politisées dans le premier régime, elles étaient là. Elles n'étaient pas toutes lettrées quand je prends Mafori Bangoura. Elle a influencé. Non? Donc, vous êtes d'accord avec Daouda Mohamed Camara? Oui. Qui dit qu'on utilise les femmes souvent, c'est pour mobiliser et tout ça. C'est ce que nous voulons casser. Ce code-là, c'est ce que nous voulons casser avec la LGB. Les grandes gueules. Et les femmes, je vais placer cela. La Guinéenne en politique n'est pas un parti en politique. C'est une plateforme qui défend les intérêts des femmes en politique. L'alliance. Nous voulons, non, ce n'est pas non plus une alliance. Nous nous sommes associés pour nous renforcer, nous souder les coudes. Pour qu'au sein de nos propres partis, nous puissions être influentes. Ce sont les femmes de toutes les mouvances politiques. Absolument. Voilà, ce qui est bien dit. Et c'est d'autant vrai que depuis que nous sommes ensemble, il n'y a pas de désistement. Les femmes sont là, elles sont présentes. On se connaît, les femmes se connaissent quand même. Mais oui, nous sommes là, il n'y a pas de désistement parce qu'elles trouvent leur intérêt. Elles trouvent que dans ce mouvement, elles ont des acquisitions. J'espère que dans 2 ans, vous n'allez pas venir ici à dire finalement, on n'a pas allé loin parce que tout simplement, on dit que je vais prendre vous savez, en politique, rien n'est acquis d'avance. En politique, rien n'est acquis d'avance. Les grandes gueules. Vous avez des associations, vous avez des désassociations, et ça se voit. Vous étiez en train de me dire ici que les forums sont en train de naître n'importe comment. C'est en fonction des intérêts politiques. Nous ne sommes pas en politique, mais nous sommes quand même des femmes politiques. Mais que devient le REFMAP dans ce cas? Non, le REFMAP de Mme Sarandaraba, c'est l'association des femmes pour la paix, pour la mono-rivalité. Non, je parle des femmes ministres parlementaires. Le REFAM, j'en ai été la première secrétaire générale. J'ai construit le REFAM en 1997. Que devient-il déjà. Le REFAM existe et le REFAM travaille aujourd'hui avec à sa tête Mme Mariam Sy Diallo. Quel est votre rapport avec Mme Sarandalaba, justement, qui est aussi une femme lettrée comme vous? De très grands rapports. Sarah m'appelle de Cancan pour qu'on échange, qu'on discute de toutes ces choses-là. J'ai de très bons rapports avec elle. Parce qu'elle m'a succédé au ministère de la Femme, n'est-ce pas? Donc on a de très bons rapports, on a travaillé au sein du REFAM. Sarandaraba a été la première présidente du REFAM, parce que c'est à son temps, en tant que ministre de la Femme, qu'on a mis le REFAM en place. Dernière question, madame. Comment casser les codes, justement? Parce que aujourd'hui nous en parlons, c'est vrai, mais quand vous voyez par exemple une femme qui se présente comme candidate à la présidentielle, elle recueille parfois 1% des voix, 2% ou moins d'1%. Comment casser les codes? Comment faire en sorte que les mentalités changent? Parce que les idées reçues font que les Guinéens, beaucoup n'acceptent pas encore de voir une femme présidente de la République. Non, je parle justement comment casser les codes. C'est là ma question. Et comment faire en sorte que, parce que la femme guinéenne quand même a une histoire, quoi que vous disiez, vous avez parlé de Adja Sarandaraba, les femmes par exemple sur les questions de paix et sécurité, les femmes guinéennes se sont démarquées à un moment donné, mais on a l'impression que la tendance est à la baisse sur le plan international. Comment faire qu'on maintienne la courbe ascendante, faire en sorte que elle reste là, visible, et en Guinée, mais aussi à l'international, et casser les codes, faire en sorte que les hommes puissent les accepter en tant que candidates à une élection présidentielle. Bon, quand je parle des hommes avec grand H, justement. Vous savez, les femmes aujourd'hui doivent se donner la main. Et je crois que ça sort un peu de terre, parce que la Guinéenne en politique est un premier du genre. C'est la première fois que les femmes de différents partis politiques acceptent de s'associer, de travailler ensemble sur leurs propres intérêts. Je crois que c'est un début de prise de conscience. C'est un début de prise de conscience pour ces femmes-là d'être ensemble en dépit de leurs divergences idéologiques. Nous sommes ensemble, le RPG est là, le PUP est là. Nous sommes aujourd'hui 19 partis politiques. Nous souhaitons aller au-delà, mais c'est progressivement. Donc, sur le plan international, oui, vous avez Aouline qui va voir le jour. Aouline, c'est l'association, le réseau des femmes leaders. C'est le réseau
africain des femmes leaders mis en place aujourd'hui par l'Union africaine. La branche sénégalaise a été instituée le 22 dernier et la branche guinéenne va l'être le 6 juillet prochain. C'est l'ensemble des femmes leaders qui doivent se donner la main, que ce soit dans le secteur économique, dans le secteur politique et social, pour travailler ensemble. Je crois que nous en venons progressivement, petit à petit. Bien. Les actes que nous avons posés aujourd'hui, nous soyons que ce soit des actes pérennes, parce que nous souhaitons que la Guinée en politique puisse devenir une institution par la suite, où les jeunes qui veulent venir en politique, qui ne savent pas, qui mettent le pied à l'étrier, qui sachent où knocker, ça c'est anglais, ou toquer plutôt, pour venir acquérir des outils pour se lancer en politique. Bien. Madame Makale Camara est notre invitée ce matin chez les GG. On passe à cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Elle n'en a pas l'air, hein. Langue de bois, s'abstenir, madame. Hein. Vous allez essayer d'exercer cet exercice, évidemment, avec nous. Oui ou non? Ahmed Kourouma, oui ou non? Oui ou non, les hommes de ce pays sont réfractaires à lâcher un peu du pouvoir qui est le leur? Oui. Oui. Allez-y, Antoine, mon cher Jacques. La Guinée a en politique une plateforme pour peut-être inciter les femmes à voter femmes. Oui. Oui. Femmes, oui. Au moins c'est dit, hein. Voilà. Allez-y, mon cher Jacques. Daouda. Oui ou non, la compétence de la femme dépend aussi de l'homme qui accepte qu'elle travaille. Ça dépend de la femme. Daouda. Il est vicieux, ce garçon-là. Allez-y, Ahmed. Alors, oui ou non, si le CNRD faisait le choix de mettre une femme à la primature, on n'en serait pas là aujourd'hui, à ce blocage. C'est le CNRD qui a un bilan à présenter. Donc, qu'il juge de ce qu'ils doivent faire effectivement. Bien. Oui ou non, en termes de représentativité des femmes au sein du gouvernement, le CNRD aurait pu faire mieux? Oui. Oui. Antoine, oui ou non? Oui ou non, madame, au regard de la situation que nous vivons, les manifestations de rue ne sont pas recommandées. Non. Non. Vous restez avec nous, on passe à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Et tout en féminin ce matin, exceptionnellement évidemment dans cette émission, mesdames et messieurs, avec notre invité qui n'est autre que Makale Camara. Makale Traoré. Une femme leader. Oui, c'est tout. Makale Traoré est un chef de parti. Arrivé à ce niveau, il faut avoir beaucoup de courage. Il faut en avoir dans le ventre. Il faut en avoir pour en revendre. Ouais. Donc, une femme leader. Hadja Assetoubela Diallo. Assetoubela Diallo nous manque sur le petit écran. Elle faisait bien son boulot. Je ne sais pas pourquoi elle est si calme, mais c'est une grande dame. Malado Kaba. Malado Kaba, c'est ma petite fille intellectuelle, grande, besogneuse. Je lui souhaite bon vent dans ses nouvelles fonctions. Femme en politique, Domani Doré. Domani Doré est une audacieuse, comme elle aime s'appeler. C'est une femme aussi qui en veut, qui en redemande. Je crois qu'elle a de l'avenir en politique. Moussa Yoruba. Celle-là, je l'adore. Tu me l'as ôté de la bouche, je voulais la poser. Moussa Yoruba est une battante. Ouais. Être dans un monde d'hommes et vous tenir tête tous les matins, c'est déjà un grand challenge qu'elle est en train de relever. Je crois qu'elle aura beaucoup d'autres défis à relever dans la vie. Elle est en train de se formater comme ça. C'est un sacrifice. Pour entrer dans ce monde d'hommes de pouvoir, parce que c'est toujours dans le monde de pouvoir, c'est toujours les hommes qui sont autour de vous. Donc ça, c'est un très grand tremplin pour elle. La présidente de Conor. Essa Tadefé, ministre et député, bon, j'attends qu'elle sorte de la tête aussi, elle est trop calme. Une grande dame avec laquelle j'ai collaboré hier dans le syndicat, quand j'étais inspecteur du travail et qu'elle était syndicaliste, nous avons beaucoup travaillé avec Feu Fofana. C'est une autre combattante qui aujourd'hui est un peu malade et qu'il faut soutenir. Mariama Penda Diallo. Mariama Penda Diallo, une grande combattante, une amie à moi aussi. Voilà. Et
Exceptionnellement, c'est un groupe de photos. Les 5 femmes ministres de la République. Qui, selon vous, est votre coup de cœur? Diaka. Ouais. Diaka Sidibé, ouais. C'est une battante. Hein. C'est une panthère, celle-là. Hein. Diaka Sidibé. Ouais. Et qui, selon vous, doit... Moi, je l'adore. Qui doit je l'ai vu en fait sur le efforts. terrain, en état de famille d'abord. Excusez-moi de vous prendre la parole. Je vous en prie. Je l'ai vu en état de famille sur le terrain, en train de marcher. Elle a accouché, elle n'a même pas fait 2 semaines, elle est revenue. Je l'adore cette dame. Elle a donné son coup de cœur, mais qui doit faire des efforts encore? Elles sont toutes à la hauteur, elles continuent de se battre. Merci. Elles sont toutes à la hauteur, elles sont toutes à la hauteur, elles sont en train de se battre. Non, il y a Rose pour la N'oubliez pas, vous pas avez qu'elles celle sont qui à a la leur pêche. première. N'oubliez pas qu'elles sont à leur première. Bien. Et qu'il n'y a que 9 mois qu'elles sont là. Elles sont toutes en train de se battre comme elles le peuvent. Et c'est des jolies femmes en plus. Être belle dans sa peau, être belle dans son corps, être intelligente, c'est formidable. Ellen Johnson Sirleaf, du respect. Du respect pour cette grande dame, première femme présidente de la République. Je suis allé jusqu'au Libéria pour la voir, nous avons échangé. Elle continue d'animer sa fondation et d'assister à des grands forats sur le plan international. Mariam Abba, l'écrivain. Une si longuelette. Une si longuelette, exactement. Voilà, c'était un test en fait. Allez, madame, l'émission Les GG, évidemment, même celle au marché nous écoute, même si on n'arrive pas à comprendre le français. Peut-être vous allez vous exprimer en sous-sous, exprimez-vous et demandez à ces femmes de vous rejoindre. La Guinéenne en politique, c'est très important. Il n'en sait pas la maille. La Guinée, Guinée. La Guinée, Moutimo, Khambi. La Guinée, Guinée. Bala kamara halla Guinée ma fur bangora halla Guinée lu fo kamara halla Guinée wa kulonji boki wonta nan gbara wonji boki to kinara to kun sinki ku yadu no womma won doxi wa keli wo fa mbara bi ke birimbe ma kal kamara Guinée nan politique wonta nan politique ba ma won fa won ngom bala so mboro yi alko da khame ga kula won madinera mamadi dumbuya wonta na sotoki ila Guinée khame bi wonta na sotoki FNDC wonta na sotoki wonga fale bi ke sabari gere mu fan e kay sabari bidin ka sabari wonga dogo yire ke wonga fe keren fala nga galti wora makiti Guinée nga galti wora yaka suwe nga galti wora Guinée o Guinée gere so na dongo wombara wali kabe ane 90 wono mboro kolo wombidin kelbi nga sa dogo yomu maire fori nangal kana lokwe anaka mbento to telema eka présidente de promotion féminine na mbara fini maire yomu na nyira ne sago akwali malagina Guinée wombini ngal womboro sago alko iboki kama sara iboki masara o madi na ngema wonta mu fata kobri munyade wonna do wongun kotera wonna ramini bokhira ya rabbi ya rabana ha to l'exception fait la règle. Ne me parle pas de Nabaya Gate. L'exception fait la règle. Absolument. Donc la Guinée, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. L'émission continue sur Espace.